même si j'ai consacré une bonne partie de mon enseignement à traiter des questions de reproduction humaine, la question que je pose ce matin se trouve très en amont des problématiques qui seront développées dans ce congrès. Okay. Je voudrais en effet aborder la question ou les questions sur lesquelles repose l'humanisme occidental dans lequel est née et s'est développée la médecine. Est-ce qu'on peut parler de vérité ? Est-ce qu'on peut rechercher la vérité ? D'autant plus que dans la philosophie contemporaine, cette notion de vérité se trouve pratiquement mise à l'écart. Et dans les démocraties occidentales, lorsqu'on parle de vérité, on craint tout de suite l'intolérance, l'oppression. Je voudrais donc aborder, en résumé de la longue présentation qui se trouve dans cet ouvrage, 3 questions. La première question d'éthique politique a été posée, par exemple, lorsque le pape Benoît XVI a été reçu de manière très solennelle au Parlement anglais. Il disait ceci: nous devons admirer la Grande-Bretagne parce qu'elle est la mère des démocraties contemporaines. Mais se pose à ce Parlement, comme à tous les parlements, une question qui est en réalité une question éternelle, que l'on retrouve de génération en génération. Au nom de quoi les citoyens doivent-ils obéir aux lois ? De quel droit un gouvernement peut-il imposer à ses concitoyens des obligations ? Ainsi, la tradition chrétienne nous invite à poser toujours la question des fondements. Cette question des fondements se trouve évacuée par ce que l'on appelle les éthiques procédurales et qui se contentent de parler de consensus. À un certain moment de notre histoire, nous sommes d'accord pour dire ceci, mais demain, nous pouvons dire l'inverse. Et voilà pourquoi l'humanisme occidental a toujours pensé qu'il existait une vérité du bien commun. Au nom de quoi obéir à la loi ? Parce que nous serions persuadés qu'il y a là la vérité du bien commun. Et pour approcher cette vérité, il existe 2 démarches qui sont 2 démarches complémentaires et non pas opposées. Il y a la démarche de la raison humaine, magnifiée par le siècle des Lumières, mais il faut reconnaître que cette raison peut connaître des déviations, notamment dues à l'idéologie. L'idéologie qui a justifié des régimes totalitaires, des oppressions, des génocides, des guerres les plus sanglantes de l'histoire des hommes. Et donc, la religion est là pour aider la raison à se purifier et à se structurer. Mais la religion aussi peut connaître des déviations. Le fondamentalisme,
le sectarisme. Et voilà pourquoi une religion, quelle qu'elle soit, a besoin de la raison. D'un côté raison, d'autre côté conviction religieuse, et ces deux démarches doivent évoluer dans la complémentarité, dans l'harmonie, pour arriver à une formulation de la vérité. Dans la présentation qui a été faite, on rappelait que je suis bibliothécaire d'une des plus riches bibliothèques de l'humanité. Et si vous me faites le plaisir de visiter cette bibliothèque, je vous montrerai une salle magnifique où vous avez d'un côté les fresques des grandes bibliothèques de l'humanité et de l'autre côté les fresques des grands conciles des églises, de l'Église. Et bibliothèque et concile se font face et sont appelés à travailler ensemble. Voilà pourquoi il nous semble indispensable qu'une religion, et pas seulement la religion chrétienne, ait le droit de s'exprimer sur la place publique, car c'est bien là son lieu naturel. Deuxième problématique, cette recherche de la vérité, l'individu sur lequel repose la philosophie moderne, où va-t-il l'effectuer? Et l'humanisme occidental, et pas seulement le christianisme, l'humanisme occidental répond « il est un lieu chez l'homme où la vérité doit être recherchée et appliquée », c'est ce qu'on appelle la conscience. Le mot de conscience a été inventé par les philosophes grecs, notamment de la tradition stoïcienne, repris dans la tradition chrétienne, et c'est même devenu d'une certaine manière un concept clé de la modernité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par conscience? La conscience, c'est ce lieu intérieur dans lequel je délibère avec moi-même avant de prendre une décision. Mais il y a ici deux représentations de la conscience. Une représentation psychologique. Dans ma conscience, je parle avec moi-même pour arriver à éclaircir mes idées, et c'est bien. Mais l'humanisme occidental plaide pour une autre, j'allais dire une vision plus large de la conscience. La conscience, nous dit ce magnifique personnage de la tragédie grecque, Antigone, la conscience, c'est ce lieu où j'entends des lois qui sont murmurées au cœur. Et ces lois sont plus importantes que les lois de la société. Et si ce que je ressens dans ma conscience est opposé à la loi de la cité, eh bien, je dois suivre d'abord la loi de ma conscience. Lorsque, au cours du dernier concile, l'Église catholique s'est interrogée sur ce concept central de conscience, a été rédigé un texte magnifique, très court, 20 lignes, et dans lequel on dit ceci. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir.
Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, résonne au moment opportun dans l'intimité de son cœur, fais ceci, évite cela. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il se trouve seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Par fidélité à la conscience, les chrétiens unis aux autres hommes doivent chercher ensemble la vérité. Je traduis en langage de philosophie lévinassienne. La conscience est ce lieu où j'accepte de recevoir la voix de l'autre. L'autre, c'est l'homme, mais c'est aussi l'autre avec un grand A majuscule, et de discuter avec elle. Et voilà pourquoi nous aboutissons à la troisième approche. Chacun de nous est responsable devant sa conscience, doit suivre cette conscience dans tous les cas, pour vivre heureux, en paix avec lui-même. Il arrive des moments où cette conscience nous dit le contraire de ce que la loi positive, la loi sociale, l'opinion nous indique. Et donc, nous devons nous opposer, nous devons faire objection. Ici, nous avons une expression technique très importante, l'objection de conscience. Cette objection de conscience traverse toute l'histoire de l'humanisme occidental. Elle s'applique dans tous les domaines, mais dans la société moderne, cette objection de conscience, aujourd'hui, est surtout utilisée dans les milieux médicaux, de la recherche scientifique. Il faut bien voir que les sociétés modernes, qui devraient défendre, protéger l'objection de conscience, ont aujourd'hui tendance à la restreindre de plus en plus. Dans un pays comme la France, les lois de ces dernières années visent à interdire le recours à l'objection de conscience aux chercheurs, aux médecins, aux infirmiers, qui travaillent dans les domaines les plus sensibles de l'hôpital, l'avortement, l'expérimentation des médicaments, l'euthanasie. Voilà pourquoi, en conclusion, je voudrais me faire, avec la grande tradition de l'humanisme occidental et la perspective chrétienne, l'avocat de l'objection de conscience. Je vous remercie de votre attention et je remercie les traducteurs.